Bonjour, bienvenue dans la capsule, le podcast de l'APM. Je suis Chloé Sénard et aujourd'hui, mercredi 18 mars, nous allons parler de la transformation des soins en psychiatrie. L'Association des établissements de services publics de santé mentale a récemment réalisé une enquête pour comprendre où en est l'offre de soins et surtout comment la faire évoluer. Mais avant ça, le brief du jour. L'Ordre des médecins dans le viseur de l'Inspection générale des finances. Un rapport provisoire et confidentiel révélé aujourd'hui par le Canard enchaîné pointe de nombreuses irrégularités. L'IGF critique par exemple des dépenses pas suffisamment maîtrisées et l'absence de procédures de ressources humaines communes sur l'ensemble du territoire. Elle considère aussi que l'ordre ne s'organise pas pour contrôler les conditions d'exercice de la médecine et sanctionner efficacement les manquements déontologiques. En cause, des inégalités de mise en œuvre sur le territoire et un défaut d'harmonisation des procédures. La gestion des signalements et des plaintes est aussi très critiquée. Elles sont régulièrement mal suivies au niveau de l'ordre et les délais légaux de transmission des plaintes sont fréquemment dépassés par les conseils départementaux. Un classement exclusif révélé par APM News aujourd'hui, le top 15 2025 des laboratoires avec les ventes les plus élevées en valeur de médicaments. Cette année, Lilly passe en première position avec plus de 65 milliards de dollars, porté par son antidiabétique et anti-obésité tirzépatide. Il lui a rapporté presque 40 milliards de dollars. En deuxième position, le laboratoire américain Pfizer avec plus de 61 milliards de dollars. Juste derrière arrive Johnson & Johnson à plus de 60 milliards de dollars et en hausse de 6%. Vous retrouvez tout le classement, des infographies détaillées et notre méthodologie de calcul sur le fil APM News. Un retour à l'équilibre budgétaire en 2030, c'est ce qu'espère l'AP-HP. En 2025, le CHU a réduit son déficit de 77 millions d'euros pour le ramener à 385 millions d'euros sur son budget principal. Il espère pour cette année 2026 faire une marche supplémentaire de 100 millions d'euros. Le plan global de financement pluriannuel 2026-2030 va permettre d'ouvrir de nouveaux lits et d'embaucher. L'AP-HP prévoit aussi un plan d'investissement de 4 milliards d'euros sur les 5 prochaines années. On n'a pas d'autre choix que de faire des efforts de performance massifs, a déclaré la directrice générale adjointe Laetitia Buffet. Le syndicat national de chirurgie plastique et reconstruction mobilisé, ils alertent sur les actes illégaux d'injection à visée esthétique. Il y a eu plus de 200 signalements à l'ordre des médecins en 2025 contre seulement 22 en 2021. Pour eux, les plaintes et les sanctions sont insuffisantes pour être dissuasives, alors que le phénomène est un véritable enjeu de santé publique. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie rapporte 17 des principales attentes des associations de patients et d'usagers. Elle souhaite par exemple généraliser la participation des patients dans la formation des médecins, faire évoluer l'éducation thérapeutique du patient ou encore favoriser l'accès aux médicaments lorsqu'ils sont véritablement innovants. Pour le débrief du jour, je suis avec Valérie Lespez, spécialiste à la rédaction des sujets de psychiatrie et de santé mentale. Bonjour. Bonjour. Vous étiez récemment aux journées de l'ADESM, l'Association des établissements de services publics de santé mentale. Elle a présenté les résultats d'une enquête nationale menée auprès d'une centaine d'établissements publics pour comprendre où en est l'offre de soins en psychiatrie et surtout, à terme, comment la faire évoluer. Cette enquête a été initiée, entre autres, par une série d'articles de l'APM. Qu'est-ce qu'il en ressort exactement ? Alors, ce qui ressort de cette enquête, c'est beaucoup d'innovation, une grande diversité et du coup une grande hétérogénéité. Dans les organisations décrites par les 117 hôpitaux qui ont répondu à l'enquête, 117 hôpitaux, c'est pas mal. On trouve des centres médico-psychologiques pivots, des équipes mobiles en tout genre pour tous les âges, des centres de crise en tout genre pour tous les âges, des plateformes d'orientation, des services d'accès aux soins psychiatriques. Tous ces dispositifs n'existaient pas il y a quelques années. On voit que les établissements ont un vrai souci de l'accès aux soins, de réduire les délais d'attente qui sont très longs à certains endroits, et un vrai souci aussi de mieux orienter les personnes
avec par exemple des consultations d'urgence ou en tout cas des consultations dans des délais plus raisonnables qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des exemples d'établissements qui ont mis des choses en place, des choses particulièrement innovantes ? Alors, cette enquête n'est pas nominative, c'est-à-dire on ne sait pas quel établissement fait quoi, mais on voit les grandes tendances. Et par exemple, les CMP pivots sont de plus en plus prisés par les hôpitaux. Donc, ces CMP pivots, ils prennent en charge l'accueil, l'évaluation et l'orientation des nouvelles demandes, ce qui modifie un peu le positionnement du CMP traditionnel, on va dire, qui est plutôt dans une posture de suivi ambulatoire. Il y a aussi beaucoup d'unités de transition, 16-18 ans ou 16-25 ans selon les établissements, donc des unités qui permettent de passer de la pédopsychiatrie à la psychiatrie adulte. Vous dites que l'offre de soins manque d'unité. Qu'est-ce que ça pose comme problème ? Alors, cette grande hétérogénéité pose surtout un problème de lisibilité. Donc, à la fois une lisibilité au niveau national, puisqu'on a un peu du mal à voir ce que fait la psychiatrie, vers où elle doit aller, en fait. Parce que l'accumulation de dispositifs, même s'ils sont très pertinents sur les territoires, tout ça, ça ne fait pas une politique nationale. Et puis, bien sûr, un problème de lisibilité au niveau local, puisque tous ces dispositifs sont parfois mal connus à la fois des patients et des professionnels de santé. Et donc, voilà, il y a toujours ce problème de la porte d'entrée dans les soins psychiatriques qui n'est pas réglé par tous ces dispositifs. Et est-ce qu'on sait si ces dispositifs fonctionnent, en fait ? Exactement. Il y a aussi la question de l'évaluation. Tous ces dispositifs ne se créent pas avec le souci d'une évaluation scientifique. Donc, on peut imaginer qu'il y en a qui marchent très bien et d'autres qui marchent moins bien. Et donc, c'est aussi un problème puisque on a du mal à voir qu'est-ce qu'on doit dupliquer et qu'est-ce qui est vraiment très très local et qui ne nécessite pas d'être dupliqué. Est-ce qu'il y a des solutions pour ce manque d'unité, de lisibilité, d'évaluation ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées ? Alors les professionnels travaillent sur ce sujet, notamment l'ADESM et la Conférence nationale des présidents de CME, de CHS, donc les médecins qui sont présidents de commissions médicales dans les établissements spécialisés en psychiatrie. Il y a quelques mois, ils ont commencé à travailler autour d'un consortium national pour réfléchir ensemble à comment transformer l'offre sur les territoires. Donc pour l'instant, c'est un peu brumeux, pour être honnête. Mais l'idée, c'est par exemple qu'une dizaine d'établissements puissent tester sur leur territoire une organisation, par exemple sur la transition, on en parlait, sur la manière dont on peut accompagner les jeunes de 16 à 18 ou 25 ans, voilà, qui mettent en place une organisation qu'ils estiment pertinente sur leur territoire et après qu'ils en retirent en fait des conclusions qui peuvent servir à tous pour pouvoir dupliquer des organisations qui ne seront pas exactement les mêmes sur tous les territoires, mais voilà, que tout le monde aille dans la même direction. Merci beaucoup Valérie, toutes ces explications sont à retrouver sur le fil APM News. À demain pour un nouvel épisode.